Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où on va parler des nouveautés du Battle Tome des Caradrons de la V4 et on va aussi analyser leur chronique de la ruine sur Warhammer Community. Alors déjà par rapport aux nouveautés, la Malruine a énormément affecté les Caradrons car l'une de leurs cités flottantes majeures s'est écrasée au sol. Le stratopore de Barak Urbaz à Shamon, le royaume du métal. Et ce qui va être étonnant, c'est que même si techniquement c'est indirectement la faute des Skaven et de la Malruine, techniquement ils ne l'ont même pas fait exprès. Donc cela témoigne du niveau de destruction qu'ils ont apporté au royaume. La Malruine a rendu la surface de Shamon extrêmement instable et a déclenché une éruption des volcans de Mercure qui se trouvaient bien au-dessous de Barak Urbaz. La violence de l'éruption était si forte que les effets se sont fait ressentir jusque très haut dans l'atmosphère. La fumée s'est élevée jusqu'au stratopore, ce qui a fait surchauffer les turbines qui le maintenaient dans les airs. Et la cité a sombré dans le cœur des volcans. Fort heureusement, il y a eu des survivants. La moitié de la flotte était partie en mission, et l'autre moitié qui était encore au port a pu évacuer le plus de civils possible. Mais des dizaines de milliers d'autres sont morts durant le crash. Et cela ne s'est pas arrêté là, car peu de temps après, des Skaven des clans Skryre ont commencé à harceler les survivants sur les vaisseaux, soit en tirant depuis la surface ou en utilisant des dirigeables de leur propre facture. Cela n'est sans doute pas un grand hasard, car les Skaven observent avec une grande curiosité la technologie des Caradrons. Certains technomages ont même commencé à essayer à associer la Malpierre avec l'éther or, pour s'en servir comme nouvelle forme d'énergie. Et avec les ruines de Barak Urbaz au sol, il se pourrait qu'ils puissent trouver des avancées dans leurs recherches en étudiant les épaves. Et aussi en fonction de combien de pièces ils arrivent à récupérer, je me dis qu'il ne serait pas impossible de voir un jour un stratopore Skaven arriver. Donc les choses pourraient toujours être pires, quelque part. Une autre conséquence de la perte de ce stratopore a été aussi une déstabilisation du marché des Caradrons, car Barak Urbaz était l'un des 6 stratopores majeurs et membre du Galdrad. Certes, Barak Urbaz n'était pas forcément au sommet du Galdrad, mais chaque stratopore qui fait partie du conseil des amiraux des flottes Caradron est un acteur majeur du marché et bien plus influent que tous les stratopores mineurs. Et Barak Urbaz était la cité qui possédait le plus de codificateurs et avait un rôle majeur dans l'organisation de la bourse des stratopores. Donc en plus d'avoir été une tragédie, la chute de Barak Urbaz a eu l'effet d'un véritable krach boursier dans toute la société Caradron. Mais cela ne s'arrête pas là, car les codificateurs de Barak Urbaz étaient aussi les garants du code Caradron. Leur politique stricte empêchait certaines dérives ou amendements trop extrêmes au code. Et sans grande surprise, quelque temps après la disparition du port, le code est devenu très flexible de par leur absence. Et à cause des conditions extrêmes dues à l'ère de la ruine, des individus peu scrupuleux, comme les Caradrons de Barak Mornar, s'en sont donnés à cœur joie pour commencer à tordre le code à leur avantage. Après tout, toute catastrophe est aussi une opportunité. Notamment, un capitaine nommé Aldin Merrickson de Barak Mornar a réussi à interpréter à sa manière un article du code pour récupérer légalement des navires échoués. Chose qui est normalement interdite car cela s'apparente à du vol, et encore plus s'il s'agit de vaisseaux appartenant à d'autres stratopores, car ils peuvent renfermer des technologies qui ont été brevetées par ces derniers. Mais avec le chaos ambiant, ce capitaine a déjà réussi à amasser une flotte d'une douzaine de navires. Toutes ces conséquences sont donc seulement dues à la chute de Barak Urbaz, mais la Malruine a aussi eu d'autres conséquences sur la société Caradron. Une autre d'entre elles aura été de rendre le stratopore de Barak Zone encore plus militarisé. La presse, l'examen qui permet aux Caradrons qu'ils réussissent de devenir des arcanautes, des officiers ou atteindre différents postes dans des vaisseaux, a été intensifié et accéléré pour avoir de nouvelles recrues le plus rapidement possible. Mais aussi techniquement de la main d'œuvre, car l'examen de la presse ne peut être essayé que 3 fois, et si on échoue au 3e, on ne pourra plus jamais prétendre à un poste sur un vaisseau Caradron. Ceux qui échouent n'ont de perspective que des travails très durs et sans véritables évolutions dans les usines des stratopores. Il y a eu aussi une autre conséquence à la Malruine, mais cette fois-ci elle a été plus positive, car les Caradrons excellent face à l'adversité. Après tout, c'est ce qui a permis aux Caradrons durant l'âge du chaos de développer une technologie qui leur a permis de s'élever là où quasiment personne avant eux n'était allé. Et dans ces nouvelles conditions extrêmes,
des Caradrons ont de nouveau innové. C'est notamment le cas de certains membres de la guilde des éther-chimistes, plus particulièrement des membres nommés les négal-chimistes. Ces membres des guildes sont connus pour être assez particuliers. Ils sont presque vus comme des scientifiques fous, poussant les limites de la technologie et de la science à leur paroxysme. Un état d'esprit qui leur a permis de créer le Néga Scaphandre, une merveille de technologie qui peut permettre d'explorer des territoires extrêmement corrompus, comme par exemple la rogne. Une telle combinaison s'est rendue nécessaire quand trop de filons d'éther or se sont retrouvés perdus dans des terres chaotiques. Et donc cela fait aussi des négal-chimistes de véritables astronautes dans les terres corrompues. Cependant, une question se pose tout de même. Quelles pourraient être les conséquences d'utiliser de l'éther or souillé? L'avenir nous le dira peut-être. Une autre nouveauté intéressante dans la société Caradron est celle de l'entreprise des Vangrim, une sorte de guilde non officielle de mercenaires, qui a été créée par un membre de Barak Mornar nommé Albas Merankson. Contrairement aux autres guildes officielles qui requièrent certains prérequis stricts pour être acceptés, les Vangrim sont prêts à accepter tout le monde. Que ce soit ceux qui ont échoué l'examen de la presse, les capitaines tombés en désuétude après la perte de leur vaisseau, les criminels qui ont été punis ou bannis pour ne pas avoir respecté le code, tous ceux qui ont été laissés pour compte ou abandonnés de quelconque manière par la société Caradron. Des individus qui sont souvent surnommés le fond du tonneau, un véritable contre-courant à sa philosophie. Ils travaillent donc comme mercenaires pour des missions d'escorte et pratiquent toutes sortes de missions de récupération, similaires à celles dont on a parlé un peu plus tôt. Ce genre de mission est exécuté par les récupérateurs Vangrim. De par leur statut non officiel, cette entreprise ne bénéficie pas vraiment de subventions et n'a pas accès aux services des guildes Caradron. Leur équipement n'est donc vraiment pas de première qualité. Par exemple, leurs éthers andrins ne leur permet pas vraiment de voler, mais plutôt de légèrement léviter et de faire des propulsions courtes dans différentes directions. Ils n'ont aussi pas vraiment accès à beaucoup d'armes à feu et de munitions. Ils vont donc avoir tendance à privilégier le corps à corps, ce qui est assez inhabituel chez les Caradrons. Cela va d'ailleurs aussi créer une certaine confusion chez leurs ennemis qui sont habitués à combattre des Caradrons et leur donner parfois un léger élément de surprise grâce à ça. Aussi, le fait qu'ils réussissent des missions avec une technologie inférieure les rend bien plus endurcis et tenaces que des arcanautes mieux équipés, ce qui est tout à leur honneur. Mais cette hargne est aussi motivée par le fait qu'ils ont conscience qu'il s'agit de leur dernière chance pour faire fortune. Et ils ne veulent pas la gâcher. Il existe aussi un autre type de troupe, les harponneurs Vangrim. Contrairement aux récupérateurs, ces individus ne sont pas là pour avoir une autre chance de faire fortune, mais au lieu de cela pour avoir une chance de se venger des horreurs qui ont détruit leur vaisseau ou massacré leurs camarades. En quelque sorte, ce sont un peu les cherche-morts des Caradrons, même s'ils ne font pas vraiment de serment pour mourir au combat. Ce sont eux qui sont souvent engagés pour des missions d'escorte dans des territoires où d'immenses créatures volantes vivent, comme les mégalophins par exemple. Les harponneurs qui survivent à plusieurs missions deviennent des chasseurs de monstres extrêmement expérimentés. Et comme la société Caradron est avant tout méritocratique, le commandant d'unité harponneur est confié au Dordain qui a tué le plus de monstres. Autre chose aussi amusante est le fait que ces Vangrim ont une véritable défiance envers les coupes de barbe réglementaires qui sont en vigueur dans les autres guildes. Et donc, ceux qui survivent le plus longtemps à leur mission ont généralement de très longues barbes, qui témoignent de leur fil interrompu de victoire. Ce qui, je trouve, rappelle encore plus les tueurs cherche-morts. Malgré leur mauvaise réputation, les Vangrim ont commencé à être rejoints par de plus en plus de personnes. Car après tout, ils sont aussi un synonyme de liberté et de seconde chance pour ceux qui ont été mis de côté. Cette entreprise a suffisamment grandi pour prétendre à potentiellement devenir une guilde officielle. C'est dans ce but que le capitaine Albas Merankson s'est présenté devant le Galdrad et a argumenté durant plusieurs jours. Le Conseil des Émiraux a bien sûr continué à refuser de reconnaître les Vangrim comme une guilde officielle, mais à force de persévérance, le capitaine a réussi à faire en sorte qu'au moins les actions des Vangrim dans ces temps exceptionnels soient autorisées, ou en tout cas tolérées, tant qu'ils respectent les nouveaux amendements du code. Maintenant, on va pouvoir parler de la chronique de la ruine, qui parle justement un peu plus en détail des Vangrim et qui mentionne aussi la chute de Barak Urbaz.
Pour apporter un peu de contexte, on suit les péripéties de Garny Bengtson, un ancien capitaine Caradon de Baraknar ayant tout juste été démis de ses fonctions, et ce suite à l'échec d'une de ses missions de transport des terres or. La tête de Garny Bengtson tournait. Il avait l'impression d'être pris dans un cauchemar désagréable. À tout moment, il allait se réveiller et découvrir que les dernières saisons de vent n'étaient qu'un produit de son imagination. On lui avait retiré sa commission, on lui avait révoqué sa licence de navigation et gelé ses parts des terres. Il n'était plus capitaine des flottes célestes, il n'était plus rien du tout. 30 années de service loyal envers Baraknar, balayées par une seule erreur. Mais était-ce seulement une erreur? Même s'il devait tout recommencer, que pourrait-il faire différemment? Même une frégate ne pouvait échapper à une tempête arcanique aussi rapide ou aussi malveillante. La chope de bière devant lui restait intacte. Il ne parvenait pas à se résoudre à en prendre une seule gorgée. Il se sentait nauséeux. Il n'entendit pas tout de suite le garde s'approcher de lui. Ce ne fut qu'en sentant le Douartin se pencher et lui tapoter la poitrine avec sa matraque que Bengtson réalisa qu'on s'adressait à lui. Il leva les yeux vers le patrouilleur qui portait un casque à visière et une cuirasse de cuir caractéristique de sa fonction. Son air acariâtre ne laissait rien présager d'amical. « Qu'est-ce que c'est » dit Bengtson. Le Douartin se hérissa à son ton. « Vous devez partir » grogna-t-il. « Fis ça, s'il vous plaît. »« Je dois quoi ?» La matraque claqua de manière menaçante sur la table. « Le coup chanceux est réservé aux officiers » dit le garde-côtier. Un autre coup à l'estomac, et un que Bengtson n'avait pourtant pas anticipé. Il sentit le rouge lui monter aux joues, alors que les clients proches se tournaient vers lui. Des vétérans et anciens marins, avec qui il aurait trinqué et échangé des récits de prouesses aéronautiques quelques semaines plus tôt. En les regardant maintenant, il ne voyait qu'un mélange exaspérant de pitié et de mépris. « Qu'est-ce que vous avez à me regarder, bande de gros ocs » grogna-t-il. « C'est lequel d'entre vous qui a appelé les gardes, hein ? Pas le cran de me le dire en face que je suis plus le bienvenu ? Tu as perdu ta commission, Garny, dit un Douartin à barbe noire appuyé contre le bar, entouré par un groupe de ses pairs. Ne fais pas de scandale, les règles sont les règles, et le code, c'est le code. C'est vrai, capitaine Humboldt, répondit Bengtson. Les temps sont dangereux, répliqua l'autre Douartin, et on ne peut pas se permettre d'imprudence ni de gaspillage. Pas si Baraknar veut garder la main sur le Galdrad. Tu as perdu une cargaison entière d'éther or raffiné, avec toutes tes escortes et 2 pontes de la guilde des étherchimistes. T'as de la chance qu'il t'ait pas rasé la barbe. Bengtson sentit ce vieux sourire dangereux s'étirer sur son visage, celui que ses camarades arcano disaient qu'il portait au combat, quand les tirs d'éther fusaient et que le sang coulait. Il ne l'avait pas arboré depuis longtemps, depuis qu'il avait gagné ses couleurs. « Tu veux répéter ça ?» dit-il, surpris par le calme de ses propres mots. Umtoln n'en était qu'à la moitié de sa réponse quand Bengtson traversa l'espace qui les séparait, le saisit à la gorge et lui fracassa une bouteille d'eau d'ambre sur le crâne. La suite ne fut qu'un flou, mais quand Bengtson reprit conscience dans une cellule du port, on l'informa qu'il avait fallu une escouade entière de gardes et un barbane affolé pour l'empêcher d'étrangler le capitaine Humboldt avec sa propre barbe. De son côté, Bengtson se retrouvait avec un poignet cassé, 2 dents en moins, et le pire mal de crâne de sa vie. Vous faites assurément une forte impression, maître Bengtson. Le locuteur se dessina lentement dans sa vision floue. Un vaurien grisonnant, balafré, en combinaison de ciel usé et traversé de cartouchières. Il était assis de l'autre côté des barreaux, fumant une pipe et regardant Bengtson d'un air calculateur. Il ne portait aucune insigne de Baraknar, et il était difficile de dire s'il s'agissait d'un soldat, d'un endrineur ou d'un officier. Bengtson se demanda s'il était du Grundkorps, mais les amateurs d'armes avaient tendance à garder leur armure impeccable. Celui-ci, clairement non. Sa cuirasse portait les marques de combat récents. « Je m'appelle Meranson », dit l'étranger. « Albas Meranson. » Bengtson se pencha aussitôt en avant. « Ah !» sourit le Douartin. « Je vois que vous avez entendu parler de moi. En effet, vous et vos récupérateurs des vaisseaux Von Grimm commencez à vous faire un nom. Pour le conseil des amiraux, vous n'êtes guère de plus que des pirates par contre. » Mais Ranson sourit. « C'est ce qu'ils disent, oui. Mais ce conseiller-là, il t'a aussi retiré ta commission et cloué au sol un de ses meilleurs officiers. Alors la question est à quel point tu te fiches de ce que ces vieux imbéciles pensent. Ce que je pense ne compte plus, soupira Bengtson. C'est fini. Je ne commanderai plus jamais de vaisseau. Je suis de retour en bas de l'échelle et j'y resterai. » Et Ranson exhala un gros nuage de fumée bleutée. « C'est comme ça que ça fonctionnait avant, dit-il. Mais les temps changent, Garny Bengtson. Il y a beaucoup d'anciens marins comme toi dont la vie a été brisée par des circonstances hors de leur contrôle. Barakurbaz a été arraché des nuages, et pourtant ils font comme si les anciennes règles tenaient encore. La vérité, c'est qu'on n'a jamais vu un ciel aussi traître depuis le Garak Tormund. Même les meilleurs de Ziflin n'arrivent pas à garder leur cargaison en vol quand ils se prennent une bourrasque de sorcellerie Tagoraki en pleine poupe. Il marqua une pause pour tirer longuement sur sa pipe. Et pourtant,
continua-t-il, alors que la cellule se remplissait de fumée. Le Galdrad est tellement obsédé par la consolidation du marché qu'il laisse filer de bons d'Ordin à travers les fissures. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Je dis qu'il y a une autre voie. Je t'offre du travail honnête. Voyant que Bengtson s'apprêtait à parler, mais Hanson leva la main. Laisse-moi finir. Le Vanguard n'est pas une guilde officiellement reconnue. On n'a pas accès aux dernières technologies des terres et on ne peut pas payer un salaire d'officier de flotte. Ce qu'on fait est dur et dangereux. On cherche des épaves dans les endroits les plus périlleux des royaumes, souvent derrière les lignes ennemies. Je ne peux pas te promettre ton propre vaisseau. Pas encore du moins. Tu retourneras à te battre au sol. Et tous les anciens capitaines sans vaisseau ne sont pas prêts à ça. Pas vraiment une bonne argumentation de vente pour l'instant. Mais Hanson ricana. Mais son expression redevint vite sérieuse. Ce que je peux t'offrir, c'est ça. Un pourcentage équitable et un serment que le Vanguard prendra toujours soin des siens. On veille les uns sur les autres. On ne fouille pas le code à la recherche d'échappatoires pour larguer un frère ou une sœur. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Pour la première fois, Barry Bengtson sentit le poids de la honte et du regret s'alléger un peu. Il ressentit quelque chose qui ressemblait peut-être à de l'espoir. Grimaçant, il se leva et s'approcha des barreaux, tendant sa main valide. Mais Hanson la serra fermement, et c'en fut fait. Juste une chose, dit Bengtson. Comment je vais sortir de la tôle? Ne t'en fais pas pour ça. On déduira le prix de rancune de ton premier mois de solde. Il observait le vaisseau céleste plonger à travers les nuées de ruines, traînant derrière lui une fumée noire. « Ce vaisseau est foutu !» déclara Gédrag le jovial, ainsi surnommé parce qu'il avait tout le charme jovial d'un mégalophin furieux avec un harpon fiché dans le postérieur. Malgré le pessimisme typique du Douardin, Bengtson pensa que pour une fois, le vieux grognon avait peut-être raison. Ce bâtiment, un navire de Barak-Ziflin, à en juger par ses marquages bleu ciel, avait été touché par une salve d'artillerie des Amra, l'envoyant dans une chute en spirale. D'autres éclairs blanc-vert jaillissaient encore de la paroi opposée du canyon. Les silhouettes tombaient depuis ses bastingages, gesticulant désespérément avant de disparaître de vue. Qui ose voler au-dessus des terres corrodées sans escorte? S'étonna Roula. Un capitaine qui a été dévié de sa route, répondit Stennis bras de pierre, ou dont la réserve de carburant a été sabotée. Ça arrive. C'est pour ça qu'on est en mission de récupération, non? Qui qu'il soit, il se débrouille pas mal, dit Bengtson. Une pointe de nostalgie douloureuse le perçant malgré lui. Cela faisait longtemps qu'il n'avait plus tenu la barre d'un navire. Même à l'apogée de sa carrière, il n'était pas sûr qu'il aurait pu poser cet engin sans tuer tout l'équipage. Et pourtant le capitaine de la frégate y parvint, réussissant à freiner la vrille et à stabiliser l'appareil avant que la quille ne frappe le sol de la vallée. La manœuvre permit d'annuler suffisamment d'élan pour éviter l'écrasement total. Au lieu de ça, la frégate creusa une large tranchée dans la montagne, soulevant au passage poussière et roches. Depuis leur perchoir à une cinquantaine de mètres au-dessus, les Vangrim virent l'épave s'immobiliser dans un panache de fumée. Un instant, tout fut silencieux, comme si le royaume lui-même retenait son souffle. Puis vint le cliquetis infect des voies vermineuses. Les Amra surgirent des fissures des falaises, se ruant sur le vaisseau abattu comme des mouches sur un cadavre. Le claquement net des fusils des terres indiqua aux Vangrim que certains membres d'équipage étaient encore en état de se battre, mais pas pour longtemps vu leur nombre. « Alors, c'est quoi le plan, chef ?» demanda Stenny. Bengtson vérifia la charge de son pistolet. « Le plan, c'est de descendre là-bas et de tuer autant de Tagoraki que possible. Évacuer l'équipage et récupérer tout ce qu'on peut. Des questions ?» Roula sourit. « Cette frégate compte dans notre contrat de récupération maintenant ? Je suis pas codificateur, Roula. Et tant mieux. On sauve ce qu'on peut et les détails on verra après. » Et sur ce, il se jeta dans le vide. Il plongea, alourdi par l'endroit fixé sur son dos, laissant ses gyrostabilisateurs réguler sa chute. En contrebas, se rapprochant à toute vitesse, se trouvait l'épave fumante, une masse tordue de métal brûlant. Mais Bengtson aperçut des formes regroupées à la proue, accroupies derrière les maigres abris qu'elle pouvait trouver. À l'autre extrémité du pont, une demi-douzaine d'équipes de tir Skaven, armées de lourdes mitrailleuses rotatives, déversaient un torrent de projectiles verts. Des hommes rats armés de lames et de piques se faufilaient de plus en plus près vers l'équipage piégé. Des cadavres de Douardin comme de Tagoraki jonchaient déjà l'épave. Ces tireurs seraient les premiers à mourir, décida Bengtson. À 30 mètres du sol, il déclencha son propulseur, et la sphère d'éther ralentit brutalement sa chute. Il put prendre appui sur un éperon rocheux, bondir, et rediriger sa trajectoire pour se positionner juste au-dessus de ses proies. La fumée épaisse et le vacarme de la bataille avaient dissimulé leur approche. Aucun des sales rongeurs ne leva les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Le premier tir de Bengtson pulvérisa le crâne du mitrailleur arrière. Les autres Skaven hurlèrent de surprise, les yeux exorbités en voyant la compagnie de Douardin à Andrin leur tomber dessus. Trop lent, trop encombré de métal, ils ne purent fuir. Bengtson écrasa un rat,
brisant sa colonne dans un craquement satisfaisant. Ses bottes à absorption cinétique encaissèrent l'impact, et déjà, il déviait d'un coup de crochet la bouche d'un second canon, dont la rafale siffla à quelques centimètres de son crâne. Il entendit un coup sourd proche de lui. Stenny venait d'atterrir à côté et planta une lame dans le dos du tireur. « Bien joué !» cria Bengtson, en vidant son pistolet sur un autre Skaven qui bascula par-dessus bord dans une gerbe de sang. En un éclair, la plupart des mitrailleurs furent abattus. Les autres s'enfuirent. Les Tagoraki, ignorant sans doute leur infériorité numérique, hésitèrent, offrant aux Arcanautes une chance de contre-attaque. Ces derniers jaillirent de leur abri, pistolets et sabres à la main. « Tuez-les tous !» rugit une silhouette rousse en combinaison de capitaine, la jambe droite broyée, au point qu'il relevait du miracle qu'elle soit encore consciente. Elle tirait d'une main avec un fusil à répétition, l'autre s'appuyant sur une gaffe comme béquille. « Pour Barak Ziflin et pour le voyageur des nuages !» C'était donc le nom du navire, supposa Bengtson. Il reconnut dans ce cri autant de douleur et de fureur. Pour l'instant, c'était l'adrénaline qui le tenait debout. Mais plus tard, la réalisation qu'elle ne marcherait peut-être plus jamais la frapperait comme un piston de forge. Il compatissait plus que quiconque. « Dégagez, sale vermine !» rugit Gédreg, le jovial, son fusil d'éther crachant la mort. Et pour une fois, il avait l'air de s'amuser. Les Skaven s'enfuirent, comme Bengtson s'y attendait, trébuchant les uns sur les autres dans leur panique. Les Vangrim en abattirent autant que possible, mais Bengtson ordonna de ne pas les poursuivre. Les Tagoraki avaient un don pour les embuscades, même dans la défaite. Il se dirigea vers un capitaine blessé, affaissé contre le bastingage, les yeux rougis, fixant la ruine de son vaisseau. Il s'accroupit à ses côtés. « Il faut récupérer ce qu'on peut et partir avant qu'ils ne reviennent, » dit-il. « On les a repoussés, mais dès qu'ils se rendront compte de notre petit nombre, ils reviendront en force. On a une barge de récupération cachée à quelques lieues. On peut vous embarquer jusqu'à la station aérienne la plus proche. Ils vont me clouer pour ça, grogna-t-elle. Le voyageur des nuages sortait à peine des docks de Ziflin. Une frégate toute neuve, avec raffineur intégré et turbine Ingrid Kaz, dernière génération. Un bijou inestimable, et je l'ai perdu, avec la moitié de mon équipage. J'ai vu, c'était de la belle manœuvre, répondit Bengtson. J'étais capitaine de frégate moi aussi. Et bon, même très bon. Si j'avais été à ta place, je suis pas sûr que j'aurais pu la poser entièrement. T'as fait ce que t'as pu. Le conseil ne verra pas ça comme suffisant. Bengtson haussa les épaules. La cale est intacte. Ton équipage peut extraire votre carburant et vos réserves. D'après ce que j'ai vu, il y a de quoi faire. On prendra notre part, bien sûr, mais rien d'indécent. Je suis pas un coupe-jarret de Barak Mornar. Vous ne rentrerez pas les mains vides. Elle fouilla sa sacoche, attachée à sa jambe meurtrie, grimaça et sortit une flasque scellée. En l'ouvrant, Bengtson reconnut l'odeur riche et fumée de l'huile d'andrain de Ziflin. Elle en but une gorgée puis lui rendit la flasque. Il la prit. La brûlure fut agréable. Même si tout ça est vrai, soupira-t-elle, j'ai perdu mon commandement. Les terreurs qu'il reste ne lavera pas cette honte. Si j'ai de la chance, ils me relègueront dans les compagnies. Quel est ton nom demanda Bengtson. Kelfiar. Mora Kelfiar. Eh bien, capitaine Kelfiar, même si te dépouille de tout, retiens ça. T'as pas fini. Par les temps qui courent, on a besoin de bons officiers plus que jamais. Rentre à Barak Ziflin, assiste à leur fichu procès. Dis ce que t'as à dire, serre les dents et encaisse. Si tu gardes ton rang, tant mieux. Sinon, s'il te cloue au sol, va au quartier des Vangrim, rue du Siphonneur. Et tu dis que c'est Garni Bengtson qui t'envoie. Elle le dévisagea, sceptique, mais avec une lueur d'espoir. Il lui tendit la main et l'aida à se lever, la soutenant malgré sa jambe brisée. Il est temps d'y aller, dit-il. On discutera de ma prime de sauvetage en route. Les histoires Caradron ont clairement une ambiance différente, je trouve. Celle-ci montre clairement que la méritocratie et le capitalisme sont vraiment tout ce qui compte pour les Caradrons. Ou en tout cas la plupart. Au moindre échec, malgré tout le chemin qu'on a pu accomplir, tout peut s'arrêter en un instant. Dans une société avec aussi peu de garanties ou de sécurité, il n'est pas étonnant qu'une guilde comme les Vangrim ait vu le jour. Et je trouve d'ailleurs leur esprit de camaraderie et leur dégaine de pirates assez intéressante. Ils ont l'air vraiment au bas de l'échelle et n'ont clairement pas les meilleurs équipements Caradron, mais ils se débrouillent et ils font avec ce qu'ils ont. Il y a aussi eu des infos très intéressantes qui ont été mentionnées. Déjà, on voit que depuis le début de la Malouine, le ciel est aussi dangereux qu'à l'époque du Garaktormon, le nom que les Caradrons donnent au nécroséisme, qui a été un autre événement cataclysmique pour les stratopores Caradrons. Le ciel était obscurci par des nuées de hante-nuit, et leurs filons d'éther or se sont retrouvés dispersés aux quatre vents. D'autres stratopores commencent aussi à manquer de ressources pour se maintenir dans les airs, et certains ont dû même se poser au sol. On approche peut-être donc d'une ère où les Caradrons ne vont pas avoir d'autre choix que d'avoir des cités terrestres. Aussi, j'ai beaucoup aimé la description des combats et le fonctionnement des outils Caradron.
avec leurs manœuvres de gyrostabilisateur et de propulseur, qui me font aussi un peu penser aux manœuvres qu'on peut voir dans l'attaque des Titans pour ceux qui connaissent. On peut voir aussi que la technologie des Caradrons est clairement très avancée. Bengtson a même des bottes à absorption cinétique. Et encore, c'est un Von Grimm, donc il a sûrement les technologies les moins chères et les moins efficaces. Donc ça montre vraiment tout le potentiel qu'ont les Caradrons en matière de technologie. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette chronique. Si c'est le cas, mettez un petit like et un petit commentaire, ce serait apprécié. Et merci infiniment aux membres tipeurs et ceux qui utilisent le lien dans la description, ça soutient énormément la chaîne. À la prochaine!